Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. J'ai l'honneur aujourd'hui et le privilège de recevoir Isabelle Calkins. Alors, est-ce que je le dis bien? Ben, je crois, oui. Super. Donc, qui est auteure, conférencière, journaliste et qui est également donc coach et formatrice en prise de parole en public. Alors, pour la petite histoire, en fait, on s'est rencontrés dans une petite conférence avec Isabelle où on devait chacun se présenter. Tout le monde, chacun devait se lever, parler de son activité. Et quand Isabelle s'est levée, j'ai été vraiment interloqué par sa prestation. Et son pitch était vraiment parfait. Alors, je ne dis pas parce que tu es là, mais vraiment, je pense que c'est par contre parce que ton pitch était vraiment génial que tu es là. Et je me suis dit, à la fin de la présentation, il faut absolument que j'aille la trouver et discuter avec elle. Et ben voilà, on s'est trouvés et c'est pour ça que tu es là. Merci, Donc, merci. Mais avec plaisir, avec grand plaisir. Alors avant de commencer cette interview, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à ton métier, et voilà, te présenter rapidement. Alors, mon parcours, je dirais il peut paraître ne pas être linéaire. En fait, je pense que dans l'essence, il est très linéaire, mais pas sur le papier. Je ne me suis pas orientée directement dans ce que je souhaitais faire en vérité. J'ai pas osé. À cet âge-là, j'ai pas osé. Donc, j'ai fait des études de droit. J'ai un DESS en droit que j'ai utilisé pendant 1 an et après, je me dis non, ça, c'est pas pour moi. Et j'ai travaillé dans la communication très rapidement. En fait, j'ai jamais programmé de devenir soit formatrice, soit coach, mais ça a vraiment été complètement sur le chemin, enfin quelque chose d'assez évident qui s'est développé progressivement. D'accord. De toute jeune, c'est une vocation que tu as découvert chez toi assez jeune finalement, après ton DESS ou pendant? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai toujours été tournée vers les gens. Et voilà, j'ai une écoute, je crois, parce que ça m'intéresse. Les gens m'intéressent, l'humain m'intéresse. Et donc, les gens venaient à moi, j'avais pour des conseils, etc. Et donc, je me suis rendu compte que, visiblement, ça rendait service. Et je m'intéressais beaucoup également au développement personnel. J'ai fait beaucoup de stages en tant que participante et au fur et à mesure, je devenais intervenante. Donc, ça a été tout à fait logiquement et naturellement que ça s'est présenté à moi, en vérité. Je ne l'ai pas réfléchi, je ne l'ai pas calculé. Le parcours a fait que, voilà, au bout d'un moment, par les recherches, par les rencontres, par la quête que j'avais également en moi, je suis devenue formatrice et coach et ça fait 5 ans que je le suis véritablement, en vérité. C'est ta vocation, quoi. Quelque part, je crois, oui, j'aime beaucoup, j'adore mon métier. Ouais. Donc tu interviens auprès de qui ? Alors, je travaille avec des chambres de commerce, avec des entreprises, des porteurs de projets. J'ai de plus en plus de particuliers qui font appel à moi. Je dois dire que je suis très admirative parce qu'on est dans une culture, dans laquelle les gens n'osent pas encore véritablement parler d'eux. Il y a une certaine pudeur en France et c'est pas facile de s'ouvrir et d'entreprendre une démarche de coaching. Voilà. Mais je me rends compte que les gens le font de plus en plus et je suis admirative et je vois également que ça correspond véritablement à un besoin. Il y a un véritable besoin dans notre pays au niveau de la prise de parole, de la communication, du stress, de la gestion des émotions, etc. Voilà. Tout à fait, c'est pour ça en fait d'ailleurs que tu es là, c'est que on est tous en situation à un moment donné où on doit s'exprimer devant du monde, devant des gens, et c'est tellement important de travailler ça et d'essayer d'être percutant là-dessus, et justement on va un petit peu creuser cet aspect-là avec toi aujourd'hui. Je te remercie encore de nous partager ça, et justement on va creuser de manière un petit peu différente de ce qu'on peut trouver sur internet, et donc voilà, je trouve ça intéressant la suite en tout cas me stimule pas mal, voilà. Donc du coup, on en est là. Au niveau donc de la prise de parole en public, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos lecteurs et aux gens qui vont regarder cette vidéo? Des astuces peut-être, ou pour être efficace quand on prend la parole en public? Alors, la prise de parole en public, c'est une grande thématique. Pardon. Dans notre culture, on n'est pas préparé à la prise de parole en public. Je connais un peu la culture anglo-saxonne. Et je me rends compte qu'à différents niveaux, ce serait un petit peu trop long, je pense, d'expliquer, mais c'est vrai que la culture anglo-saxonne est plus dans le « oui, vas-y, je t'encourage ». Et nous, en France, c'est plutôt « non, attention, t'es sûr, vraiment, tu veux ?» Donc déjà, on est dans une culture qui ne porte pas à l'ouverture de soi et aller à la rencontre envers les autres. Donc, c'est naturellement que, je veux dire, quand on est enfant, il y a ce système éducatif français qui est bon, mais là aussi, il y a quand même une culture verticale, on est moins dans le dialogue. Les enfants
on ne les encourage pas encore énormément à prendre la parole, etc. Donc, on arrive en tant qu'adulte et on ne sait pas faire. Donc, moi, quand je rencontre les gens qui viennent pour du coaching, prise de parole ou des formations, à chaque fois, le démarrage, c'est « mais évidemment, vous ne savez pas faire. On ne vous a jamais appris. C'est naturel. C'est comme si on mettait quelqu'un devant un clavier et joue-nous une symphonie. Mais non, c'est pas possible. Il faut faire ses gammes. Et les gammes n'ont pas été faites. Donc les gens, il y a un petit peu l'illusion, la prise de parole, c'est quand même, j'utilise du vocabulaire, je parle comme je le fais dans ma vie quotidienne. Mais la prise de parole en public, c'est pas ça. Parce que c'est différent. Il y a un contexte où en fait on est sous le regard des autres, on est jugé, il y a une opinion. C'est très complexe, très très complexe. Et en plus, c'est unilatéral comme façon de parler. Donc la prise de parole, pour les personnes qui ne savent pas le faire au jour d'aujourd'hui, qui est la majorité des personnes en vérité, c'est complètement naturel. Complètement naturel. C'est le point de départ de ce que je peux enseigner. Ensuite... C'est-à-dire, c'est naturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on sait faire puisqu'on parle tout le temps, tous les jours, à tout le monde finalement, sauf que la seule chose qui change, c'est qu'on se retrouve devant un auditoire. C'est ce que tu veux dire par là ? Oui, et en plus on devient chef d'orchestre tout d'un coup. Parce que les autres ne parlent pas, c'est pas une conversation. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il faut être soi-même, oui. Dans toute prise de parole en public, être soi-même. Et comment on fait pour oublier justement on se dit, est-ce qu'on est bien habillé, est-ce qu'on va avoir une bonne élocution, est-ce que... en tout cas, moi qui ne suis pas un professionnel comme toi de la prise de parole en public, c'est quelque chose, c'est des questions que je me pose, quoi. Quand je dois me lever et parler à des gens, je me dis qu'est-ce qu'ils vont se dire et comment faire pour sauter ces mauvaises pensées, ces pensées qui nous limitent quelque part. Alors, la première chose, j'aurais voulu justement parler, parce que je sais qu'on trouve beaucoup maintenant de méthodes sur la prise de parole en public. Ouais, je pense, la respiration, tout ça. Voilà, alors je pense qu'elles sont toutes nécessaires, elles ont toutes du bon. Ce qui me chagrine quand même un peu, c'est que souvent ces méthodes-là, moi j'ai l'impression après quand je vois les gens qui sont passés à travers ces méthodes, c'est un petit peu du copier-coller. En fait, il y a eu les personnes et on leur rajoute un petit peu un costume supplémentaire. On voit la technique, alors effectivement, du coup, ils arrivent à parler devant un public, mais il y a un décalage, il y a une distance. C'est pas l'individu véritablement qui est montré, d'accord ? C'est plus la technique que l'on ressent. Mon travail, c'est tout à fait l'inverse, presque. J'utilise ces techniques aussi, évidemment que je les utilise. Mais mon travail, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, à chaque fois, de révéler l'individu. Pas de rajouter des choses sur l'individu pour le camoufler encore plus. C'est tout à fait l'inverse, c'est le dépouiller. En tout bien, tout honneur. On est bien d'accord. Le dépouiller pour qu'il ose être lui. Parce que je trouve, dans les prises de parole, la plus belle chose, c'est ça. C'est quand les gens osent être eux-mêmes. Même s'il y a des dérapages, même s'il y a du cafouillage, même s'il y a de la timidité, même s'il y a du trac, les gens, ils font la différence. Tout le monde a le trac. Donc même si une personne a le trac, quand on est assis en tant qu'auditeur, on comprend. On n'est pas forcément tout le temps dans le jugement, on comprend ça aussi. Mais on sent que la personne, elle ose et elle a le courage d'être elle-même et ça fait la différence. Donc même s'il y a des blancs, même s'il y a des doutes, en vérité, ça peut même être positif de temps en temps parce que vous amenez les gens à leur humanité aussi. Ouais. C'est très subtil tout ça, c'est très subtil. Tout à l'heure, quand on a parlé ensemble, on parlait également, par exemple, des silences. Hein ? La prise de parole, c'est pas uniquement tout le temps parler, utiliser des mots et encore des mots et encore des mots et des mots sophistiqués. Oui, bien sûr, aussi. Mais en vérité, ce qui fait le poids d'une belle prise de parole, c'est vraiment la présence, c'est oser être soi, c'est s'assumer, même dans sa timidité. Même dans ses peurs, même dans ses cafouillages. C'est plus beau d'ailleurs. Une personne qui parle correctement, c'est fluide, c'est très bien. Mais une personne qui s'assume, même à travers sa timidité, etc., c'est très beau. C'est très très beau. C'est vrai. Et ça fait la différence. Et ça crée le lien, en fait, finalement. Exactement, exactement. Exactement. C'est essentiel et pourtant on passe à côté de ça. Finalement on va se tourner souvent vers la technique, ce dont tu parlais au départ, et finalement la technique, effectivement sur internet il y en a une pléthore, hein, vraiment. On tape technique de prise de parole en public sur YouTube, on tombe vraiment sur un paquet de vidéos. Quand j'ai préparé l'interview, je suis tombé vraiment sur beaucoup de vidéos, et c'est vrai que en tout cas ce qui m'intéresse dans notre interview, c'est vraiment ça.
aller chercher ça. Voilà, simplement un petit mot, par exemple, comme tu l'as dit, effectivement, il y a toutes les techniques, elles sont toutes sur Internet, on les retrouve, et je les utilise moi-même, mais ce n'est pas la fondation. Moi, j'aime bien penser à tout ça comme une image de l'iceberg, en fait. Et souvent, la technique, voilà, c'est ça. C'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, oui, il faut l'utiliser, mais il y a toute cette partie dont on parle beaucoup moins. Et ça, c'est quoi ? Communiquer, à l'origine, ce mot a une étymologie latine. Communicare, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais, toi, ce que ça veut dire? Maintenant, oui. Maintenant, je sais. Tu le sais. Mais je dois vous avouer que tout à l'heure, avant qu'elle me le dise, je ne savais pas. Communiquer, c'est entrer en relation. Et les gens oublient. Les gens font une prise de parole, ils se focalisent sur le message, sur la rationalité. Oui, évidemment, mais pas uniquement. Avant de parler, de vouloir transmettre un message, il y a un lien à faire avec la personne. En tant qu'humain, on est des humains. Avant d'être un vendeur, d'être un banquier, d'être ceci, cela, on est un humain et on a besoin de prendre le temps de rentrer en relation. Donc dans une prise de parole, souvent les gens démarrent mais beaucoup trop vite parce qu'il y a l'angoisse, ils ont peur, ils se projettent. C'est très difficile. En vérité, il faut prendre le contre-pied de ça. Et il faut oser prendre le temps, respirer et être présent dès sa première respiration. Il faut oser prendre le temps. Et les gens vous écoutent différemment. D'accord? Et quand tu me demandais, on a parlé un petit peu tout à l'heure des astuces, je ne sais pas si on peut appeler ça astuces, c'est le constat que je fais, moi, dans le travail que je fais avec les gens. Un point très important dans les prises de parole, c'est vraiment de soigner son démarrage. D'être présent dans ce qu'on va dire dès le départ, mais pas uniquement dans les mots. Dans les mots, évidemment, mais vraiment, c'est les incarner. On vit ce qu'on dit. Avoir de la conviction dès le départ, c'est ce que tu veux dire? Je ne sais pas si tu as vu la dernière cérémonie des Oscars. As-tu vu ça? Je n'ai pas vu. Non, pas les Oscars, les Césars, pardon. Les Césars. Pas vu. Je trouve ça souvent très ennuyeux. Alors, il y avait quelque chose de très... À mon goût, il y avait quelque chose de très intéressant. Antoine Decaune présentait la cérémonie. Il est brillant, il est intelligent, mais quand il communique à mon goût, il est vraiment très focalisé, c'est l'intellect, d'accord? Très intellect. Et Kevin Costner vient sur scène. Tout d'un coup, il y avait de l'émotionnalité dans sa présence. L'homme, en tant que tel, était présent. Pas uniquement l'acteur, Kevin Costner, mais l'homme. Et on voyait, c'était intéressant parce qu'on voyait également le contraste au niveau des cultures, où nous, on n'ose pas, on s'ignore et on se met en retrait en tant qu'humain quand on parle aux autres. Et même dans les prises de parole, même dans les pitchs, c'est notre pudeur un petit peu française, mais elle nous dessert, je trouve. Il faut oser être soi, mais pleinement. Quand on veut toucher les gens, il faut être capable de les toucher au niveau de l'intellect, mais également au niveau du spirituel, de l'émotionnel et du mental. Il faut toucher tout ça. Bien sûr. Et donc, il faut être présent à tout ça, et dès le démarrage. C'est ce que je voulais dire. On va parler des pitchs peut-être tout à l'heure. Oui, tout à l'heure on en parlera, mais tu peux faire un point si tu veux sur le pitch. En fait, moi je travaille beaucoup avec des porteurs de projets, etc. Oui, excuse-moi, j'allais juste expliquer rapidement ce que c'est que le pitch. Oui. C'est se présenter rapidement professionnellement à quelqu'un. Et voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Les Américains appellent ça l'elevator pitch, c'est-à-dire comment se présenter très rapidement le temps d'une montée d'ascenseur. Voilà, et susciter l'intérêt auprès de l'autre. C'est très difficile. Ah oui, c'est un rituel de passage maintenant pour des levées de fonds, pour intéresser les gens sur des projets, etc. Souvent, ça dure 1 minute ou 3 minutes. Donc, c'est extrêmement risqué. Les enjeux sont très lourds. C'est très compliqué de se présenter pour faire un pitch. Très, très, très compliqué. Et ce que je voulais dire, c'est que souvent, en travaillant avec des gens qui préparent un pitch, ou même simplement avec des professionnels, quand ils se présentent, ils ne sont pas à ce qu'ils disent. Ils ont tellement l'habitude de se présenter, c'est automatique. Ils ne sont pas présents. Je m'appelle nanana, et par contre, ils vont être présents à cette petite partie de leur projet qu'ils trouvent plus sexy, qui les intéresse. Alors là, tout d'un coup, ils vont rejaillir. Ils vont éclore. Voilà. Le problème, c'est que les gens ont décroché dès le démarrage. Et du coup, ils n'écoutent plus. C'est pas qu'ils écoutent plus, c'est qu'ils écoutent, mais ils écoutent dans leur tête ce qui se passe. Mais pourquoi ils disent ça? Mais en fait,
Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'il me dit lui-même? Est-ce qu'il est porteur de ce projet? Jusqu'à quel point? Est-ce qu'il y croit vraiment à son projet? Pourquoi est-ce qu'il gesticule? Pourquoi il est un peu timide quand il parle? Est-ce que je vais lui faire confiance? Ils écoutent, mais pas ce que vous leur dites, ils écoutent tout le questionnement qui se passe dans la tête. Et ça m'a fait penser à une phrase qui est assez connue de Emerson, et elle est très intéressante. Elle dit « Ce que vous êtes parle tellement fort que je n'entends pas ce que vous dites ». Qui résume un petit peu ça. Il y a les gens qui gesticulent, les gens qui ne sont pas présents, qui sont trop timides, etc. Du coup, on a tout un questionnement sur cette personne. Et on n'écoute plus ce qu'ils nous disent. On n'écoute plus parce qu'on se questionne sur la personne et sur son adéquation à ce qu'elle dit, etc. C'est tout notre questionnement intérieur. Donc après, je crois que tu m'avais parlé de la préparation aussi, c'est-à-dire en troisième astuce, de se préparer. Oui, parce que justement, la prise de parole en public, pour réduire le stress, il faut absolument préparer. Il faut être bon sur ce qu'on a à dire et il faut vraiment l'incarner, le synthétiser. En vérité, quand on doit parler sur un sujet, on devrait être capable de pouvoir en parler sur 1 minute, sur 2 minutes, 5, 10 minutes ou même 1 heure, quand on maîtrise véritablement bien le sujet. Si on le maîtrise, on doit être capable de s'adapter au format du temps, au public, à l'interlocuteur, etc. D'accord ? Mais ça se prépare, ce qui veut dire on rechigne, nous, en tant que Français, on n'a pas forcément la culture du travail, mais en vérité, ça se prépare, ça se répète. Et notamment, je parlais du démarrage, quand on doit parler, même lors d'une réunion, il y a une prise de parole sur un dossier, répétez-vous le démarrage, répétez-vous les axes, ayez au clair l'articulation de ce que vous voulez dire. Des mots-clés, tu peux dire ? Des mots-clés, les idées, mais il faut pas je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'il faut apprendre par cœur. Ça, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce qu'on ne peut pas être dans son discours après. Mais il faut l'articulation, il faut des mots-clés, il faut se les répéter quelques jours en avance, se répéter ce qu'on a à dire, mais avec des mots différents, avec des concepts, avec une intonation différente. Et plus on va le faire, et plus on va être bon. Et plus connaître on va... son schéma, en fait, son schéma de... Complètement. Et le démarrage, par contre, le connaître. Hein, l'introduction, etc. Voilà, pour partir bien et sobrement, et ça donne de la sécurité après pour le reste de la prise de parole. Et c'est quoi qu'on met? C'est les idées, tu veux dire, tu mets les idées les unes après les autres, et ensuite, donc tu te rappelles de ce schéma-là, et ensuite dans l'idée, comment est-ce que tu la présentes l'idée? Est-ce qu'il y a une structure particulière à respecter par rapport à une idée? Moi, je travaille ça avec les gens en particulier en fonction de leurs besoins, etc. Je ne pars pas sur une structure, je pars sur des points clés. Et après, éventuellement, c'est travailler au niveau des exemples, peut-être une citation, peut-être telle ou telle chose. Un point clé, et puis là, j'ai 3 choses à dire sur ce point clé. Un autre point clé, et là, j'en ai 2 à dire. Et essayer de me souvenir de ça. Mais tous les jours, je vais me le répéter, mais d'une façon différente. Et après, je me fais suffisamment confiance que je suis capable de parler de ces idées. Et au bout de 5-6 jours, et ben, j'y vais, et puis les mots vont me venir. D'accord, c'est ça. Mais c'est ça le se stress. prépare. Moi, je sais que personnellement, c'est le stress. Est-ce que les mots vont me venir? Est-ce que je ne vais pas oublier quelque chose? Est-ce que je... Si tu l'as fait, par exemple, si dans une semaine, tu as à faire une prise de parole importante, la semaine d'avant, ou même avant, hein, ça dépend, il faut avoir un peu l'habitude, mais tu te préparais tous les jours, tu te la répètes comme ça au moins une fois, tu vas retomber sur tes pieds le jour J. Si tu l'as fait tous les jours auparavant, tu vas retomber sur tes pieds. Quand même. Il y a une mémoire physiologique des mots, il y a une mémoire. Hein. Et puis également, tu as une conscience, tu sais que tu l'as travaillé, ça va te donner une certaine confiance en toi et donc une aisance aussi. Hein, tout est complètement noué. C'est lié en fait sur les émotions, la gestion de ses émotions. Et complètement. Pour bien gérer ses émotions, éviter d'être stressé, il faut bien connaître son truc. À partir du moment où on le connaît bien, où on l'a bien préparé de manière efficace, ça vient tout seul. C'est ça l'idée, quoi. Tout à fait. Alors, tu parlais des astuces également. Une des grandes, enfin si on peut appeler ça astuce, c'est la respiration. Moi, je suis très fervente de parler de la respiration parce que je pense que c'est un outil qu'on néglige. C'est une fonction automatique de l'organisme, donc on ne s'en occupe pas. Et c'est bien dommage. Parce qu'en fait, la respiration, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Et quand on travaille bien cette respiration, les impacts sont époustouflants. Il faut savoir que la respiration, c'est quoi ? Quand on respire, c'est une fonction vitale, la respiration nous permet d'oxygéner toutes les cellules du corps. Les cellules au niveau des organes, des muscles, mais les cellules du cerveau aussi. Donc mieux on va respirer, et plus on sera alerte, on sera lucide, on sera bien dans son corps. Tout est lié là aussi. Donc la respiration est fondamentale.
Les plus grands speakers, d'ailleurs, conseillent, j'ai fait un séminaire de Robbins il n'y a pas longtemps, de respirer 12 fois, mais respirer vraiment avec le ventre et la cage thoracique, vraiment juste 12 fois. Se faire ce cadeau-là, lui il appelle ça se faire un cadeau. Tous les jours au moins se faire ça. Parce on respire mal souvent dans la vie dans laquelle on est. Et juste se faire ce cadeau de respirer 12 fois bien comme il faut dans une journée, juste faire ça une fois par jour, ça fait, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est époustouflant, c'est époustouflant. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un outil qu'on a en nous. Et c'est vraiment pour moi, c'est l'outil numéro 1 de la gestion du stress, la respiration. C'est véritablement ça. Et en vérité, il faut réapprendre un petit peu à respirer parce que comme tu le disais, souvent on ne sait plus respirer ou on ne respire pas suffisamment bien. Il faut respirer le plus bas possible et le plus lentement possible. Et il suffit de ne prendre que 5 minutes par jour, simplement prendre le temps. On met tout le reste de côté, 5 minutes par jour. On se concentre sur la respiration et on prend le temps. On accompagne le mouvement respiratoire. Ne serait-ce que ça, eh bien, on démarre différemment la journée. Ça donne une différente posture, un bien-être et ça apaise les tensions, on se sent bien mieux. Et avant une prise de parole notamment, parce que les gens sentent souvent la pression monter évidemment, hein, donc se focaliser sur la respiration, c'est idéal. C'est idéal. Et ça permet de vraiment s'apaiser. Donc ça, c'est vraiment un outil crucial, d'accord, la respiration. Merci pour le rappel. Et la respiration, c'est quand même ce qui dégage également la colonne d'air, pardon, et donc la voix. Donc la posture, si je me tiens comme ça, etc., déjà, je ne respire pas bien là. C'est vrai que la posture, c'est très important. Essayer d'avoir une bonne posture, sur le physiologique joue tellement sur le psychologique. Tout à fait. Et ça, j'en parle beaucoup également au niveau de la posture. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément bien se tenir. Et le corps, c'est quand même mécanique. Il a une structure, une colonne vertébrale, etc. Si on se tient bien, on va mieux respirer, on va mieux oxygéner l'ensemble de son corps, on va mieux se porter et également, on sera plus heureux. Non, mais en vérité. Voilà. Ok, ensuite, tu me parlais du message. La partie message, donc il fallait adapter son message et être synthétique tout en étant sympathique. Donc tu parles un petit peu du storytelling, travailler le storytelling. Oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, encore une fois, parfois on a l'impression que parce qu'on propose de préparer la prise de parole, donc du coup c'est quelque chose d'appris, d'accord ? Et les gens ont du mal, encore une fois, parce qu'on reste trop dans la rationalité et dans le message. Donc on parle, mais on oublie de mettre du jus dans tout ça. Le message, évidemment, mais le message, il ne faut pas obliger d'intéresser l'interlocuteur ou le public. Il faut qu'il soit vivant, ce message. Ce qui veut dire qu'une prise de parole, elle demande de la vitalité. On ne peut pas vous raconter une histoire à un enfant, vous y mettez du ton, des émotions, de la présence, du rythme, tout ça. C'est évident, c'est naturel, on ne se questionne pas. On est tous des enfants, on est encore des enfants. On est adultes, on est parents, on est enfants. Tout humain qu'on côtoie, il a toutes ces dimensions encore en lui. L'adulte, l'enfant, le parent, bien sûr. On a besoin, en tant qu'humain, on a besoin d'être intéressé par le flot de la parole, par la présence que la personne met dans ce qu'elle dit, etc. C'est crucial. Donc, même si c'est une chose, un projet que vous avez travaillé, que vous connaissez bien, donc vous avez déjà tellement mis d'énergie que vous n'en avez plus pour le présenter, etc. Non, lors de la prise de parole, il faut être présent, il faut retrouver l'énergie du départ, il faut avoir cet enthousiasme, cette conviction, cette ouverture aux autres et l'envie de partager le message. Si vous n'avez pas cette envie, eh ben, les interlocuteurs vont perdre de l'intérêt, c'est évident. Ça doit avant tout venir de nous. En tant que communicant, ça doit venir de nous. Et après, on va intéresser les autres. Mais il ne faut pas l'oublier. Comme on dit dans les émissions de télé-réalité, maintenant, il faut aller chercher les gens dans leur fauteuil. Mais c'est ça en vérité. Si on veut intéresser les autres à ce qu'on veut dire, ce qu'on veut bien dire, il faut aller les chercher. Donc, il faut être vivant, présent et enthousiaste sur ce qu'on a envie de communiquer. Mais tu le sais, parce que toi, tu partages ces qualités, je crois. Je le devine. Ton avis. Oui. En tout cas, je partage sur ton avis. Alors après, on avait parlé de légitimité, d'arriver à prendre conscience du rapport de force, qu'on se sent un petit peu tout petit quand on veut faire une prise de parole en public. Et du coup, voilà, comment sortir de là ?
Voilà, c'est très très important de se sentir légitime avant de démarrer une prise de parole ou le pitch dont on parlait. Souvent quand on parle de pitch notamment, les gens vont chercher, ils font un pitch pour intéresser des financiers à leur projet, pour une levée de fonds, demander des rendez-vous, etc., pour concrétiser leur projet d'entreprise. Et donc ils pensent qu'ils ont besoin des autres. Donc les autres sont importants et eux tout d'un coup ils viennent, ils sont demandeurs. Quand on arrive en posture de demandeur, c'est pas forcément très bon. Ouais. D'accord ? Vous êtes offreur. Voilà, en fait, ils sont certainement demandeurs, mais les autres sont demandeurs aussi. C'est comme quand on va chercher un job. Vous recherchez un job, mais l'entreprise recherche quelqu'un comme vous aussi. Voilà. Donc, le rapport de force, c'est très important. Et ça, il faut le travailler au niveau de sa légitimité. Quand on offre quelque chose comme ça, il faut vraiment essayer de se sentir au maximum, le plus égal avec l'autre personne. C'est très important parce que ça rejaillit sur votre façon d'être et sur votre discours et les gens le sentent. Les gens le sentent. Votre attitude le révèle. Bien sûr. Donc ça, il faut faire un travail. On est tous prisonniers de mantras, de messages intérieurs, etc. Mais encore plus qu'on ne le pense. C'est fou. Ce qu'on appelle les messages contraignants, etc. C'est impressionnant. Et ça en fait partie. Ça en fait partie. Les croyances limitantes. Tout à fait. Donc, quand vous faites une prise de parole, quand vous faites votre pitch, etc., non, vous êtes bon. Non, mais il faut se le dire. Ouais. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais avant d'y aller, il faut vraiment se dire, j'ai fait le travail qu'il fallait. Voilà. Il faut donner de l'importance aux choses, mais pas tant que ça non plus. Exactement. Super. Très bien, oui. C'est super, voilà. Ensuite, tu parlais d'un exercice de visualisation qui est important. Alors moi, j'en parle beaucoup dans le blog de la visualisation, mais je trouve intéressant quand tu fais passer dans le spectre de la prise de parole en public, c'est intéressant. Moi, je le fais presque systématiquement, enfin, je le propose aux gens systématiquement, et c'est en lien justement avec ces messages contraignants dont on parlait. La plupart des gens, comme il n'y a pas une habitude sur la prise de parole en public, il y a une peur assez effrayante. Il y a beaucoup d'angoisse, de stress par rapport à ça. Je ne vais peut-être pas décrire exactement l'exercice dans le détail, ce serait un peu long, mais grosso modo, c'est assez simple. Il y a plusieurs versions de l'exercice. Avant une prise de parole, une semaine, 10 jours avant, etc., en fait, l'idée, c'est de se visualiser la prise de parole dans le maximum de détails. Le lieu, la scène, la situation, la salle de réunion, le public, les personnes présentes. Essayez d'avoir le maximum d'informations objectives pour pouvoir se la représenter le plus objectivement possible, d'accord ? On se projette dans cette situation et dans ce qu'on va avoir à dire. Et on s'imagine, avant même la prise de parole, on sent le stress, etc. On sent les tensions avant de parler devant les gens, etc. Et l'idée, il y a plusieurs choses qui se jouent dans cet exercice, c'est de laisser remonter un petit peu ces tensions, ce stress pour les évacuer. Donc, on se projette dans cette situation pour sentir ce stress et s'apaiser. Et au fur et à mesure, on se dit et on visualise, ça se passe bien. Le démarrage est bon, on se sent présent dans ce message, on sent dans le regard des autres qu'ils écoutent ce qu'on dit. Donc voilà, et on fait tout cet exercice. Et l'idée, c'est qu'on a tellement de peur, on se construit tellement d'obstacles par rapport à ce challenge qu'on se pose, en fait, que c'est de nettoyer un petit peu tous ces obstacles qu'on se crée dans la tête. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gens qui le font, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas uniquement se contenter de cet exercice et ignorer le reste. C'est un outil supplémentaire et quand on le fait, véritablement, ça aide. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être déçu ? Non, simplement pour terminer, ça a quand même été aussi quelque part prouvé, entre guillemets, c'est peut-être un mot un peu fort, mais par toutes les découvertes en neurosciences, etc., c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le stress, il est déclenché par le système neurovégétatif, le système de défense, etc. Ce système neurovégétatif ne fait pas la différence entre ce qui se passe réellement et ce qui est imaginé, mais quand vous l'imaginez d'une façon engagée, vraie, il ne fait pas la différence. Donc une situation de prise de parole qui vous angoisse, si vous vous projetez dans cette situation en faisant l'exercice de visualisation, vous vivez cette situation une fois, 2 fois, 3 fois, et en plus vous la vivez bien, parce que c'est le scénario qu'on se répète, d'accord ? Donc, quand vous arrivez le jour J lors de la prise de parole, votre système, il reconnaît, il l'a déjà vécu. Et ça s'est bien passé. D'accord. Okay, donc, réellement,
réellement, ça a un impact. Eh oui, c'est logique. Ça diminue terriblement le stress. Et en plus, vous avez un petit peu nettoyé toutes ces peurs inconscientes qui nous retenaient. Qui polluent et qui retiennent finalement, qui desservent totalement le discours. Complètement. Donc encore une fois, cet exercice à lui seul ne suffit pas, on est bien d'accord. Mais c'est un outil supplémentaire qui est très efficace. Qui peut rassurer, en tout cas vraiment bien qui agit, qui agit vraiment tout à fait. Physiologiquement sur la personne. Exactement. Parce que c'est sur le système neurovégétatif dont tu parles. Super intéressant. Et pour finir, justement, sur la partie prise de parole en public, en général, on va dire, tu avais un dernier mot qui était sympa, c'était de « to have fun ». Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai l'habitude de dire, une personne qui parle devant les autres, tout ce qu'elle vit intérieurement est transmissible aux autres. Elle le transmet aux autres. On le sait bien. On a un cerveau instinctif. On écoute ce que la personne nous dit, mais en même temps, on perçoit complètement ce que l'autre vit. Tout à fait, oui. Donc, si vous arrivez, vous avez des peurs, etc., que vous retenez, que vous n'osez pas être, etc., les gens vont se sentir comme ça. Mais ce n'est pas uniquement qu'ils vont le ressentir, mais eux-mêmes vont vivre. Les gens eux-mêmes vont vivre sans émotion. Ils vont vivre ces mêmes émotions en eux. Ils vont les retrouver en eux. Donc la clé pour intéresser les gens, c'est d'être naturel, soi-même, et d'être libéré le plus possible, de se sentir à l'aise avec soi-même, et véritablement de prendre plaisir à cette prise de parole. Véritablement, et c'est ça, je veux dire, une prise de parole qui va intéresser, c'est parce que vous avez vraiment quelque chose à transmettre, et si vous faites plaisir à transmettre ces choses, c'est que du bonus, vous allez véritablement intéresser les autres. Yeah, to have fun. Maintenant, j'aurais aimé qu'on s'attache un petit peu plus au pitch. Oui. Voilà, vraiment sur la partie dont on a commencé, on va dire, à faire un petit pont tout à l'heure sur le pitch, donc cette manière de se présenter très rapidement, de manière efficace. Alors, le premier objectif du pitch, donc c'est quoi pour toi? Alors, un pitch, c'est de présenter un projet et ses bénéfices propres, ses avantages, d'accord? C'est ça, le pitch. C'est partir de l'avantage, c'est surtout ça. Voilà. Et, quel est le bénéfice du client? Voilà. Et qu'est-ce qu'on recherche à travers un pitch? Généralement, c'est un rendez-vous. Souvent, c'est une levée de fonds. D'accord? Alors, la difficulté de ce rite de passage, c'est qu'effectivement, la durée est très courte. 1 minute à 3 minutes. Donc, c'est très angoissant. Récemment, moi, j'avais une personne avec qui je travaille qui me disait qu'elle allait faire un pitch. Il pensait que c'était 3 minutes et finalement, c'était 1 minute. Je dis, alors, comment tu veux faire? Et il me dit, je vais parler très vite. Je lui ai dit, non, justement, parce que ça, c'est ce que tout le monde va dire et tout le monde va faire. 1 minute, donc il faut que j'en dise plus, etc. Il faut justement prendre le contre-pied de ça. Vous ne voulez pas rester dans la masse, vous voulez être vous-même, d'accord? Donc, si vous avez un pitch d'1 minute, je dirais presque l'essentiel à ce niveau-là, c'est de donner l'impression que vous avez tout votre temps. Parce que tout le monde va vouloir parler très vite, tout le monde va être stressé, tout le monde va démarrer tout de suite, etc. Ça va être ça en permanence. Si vous arrivez, que vous êtes beaucoup plus serein, que vous donnez des points clés comme ça, sans vous précipiter, en prenant le temps, et bien là, les gens vont il est intéressant celui-là. Un pitch, les gens ont besoin de croire en votre projet, mais de façon plus importante, ils ont besoin de croire en vous. En la personne. En vous. Donc évidemment, le message, le projet, tout ça, ça doit être ficelé, on est bien d'accord. Mais vous êtes le porteur du projet, c'est encore plus important. Un projet peut intéresser, mais si la personne ne vous fait pas confiance, il ne va pas miser sur vous. Hein. C'est sûr. Alors que parfois, une personne, du coup, va s'intéresser au projet. Peut-être qu'à la rigueur, le projet est moins intéressant, mais lui, il a les épaules pour le porter, ce projet. Voilà. Donc, au niveau du pitch, par exemple, je parlais de la notion de sérénité, d'avoir le courage également de ne pas se précipiter comme tous les autres. On parle notamment des grands acteurs et on dit qu'on reconnaît les grands acteurs par la qualité de leur silence. Donc on est tout le temps à penser dans la rapidité, dans l'efficacité, le message, le rationnel, etc. Et on a une tendance à oublier tout ce qui est humain, qualitatif, etc. Donc comme le grand silence des acteurs, au niveau du pitch, il faut savoir doser, il faut savoir rester équilibré et ne pas suivre les autoroutes que tout le monde suit en vérité. Et c'est ça qui pourra faire la différence. D'accord ? C'est un super conseil. C'est génial.
Écoute, je pense qu'on là quand même, ils ont quand même beaucoup d'infos, hein, donc on a quand même beaucoup de chance d'avoir eu Isabelle avec nous. Je rappelle juste que Isabelle est auteure. Également, je profite pour vous dire, donc vous trouverez dans l'article, en dessous de l'article, vous verrez une vidéo TED. Alors moi, je suis un grand fan des conférences TED, vous le savez, et où Isabelle fait une intervention et où elle parle de la paix. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un peu hors de la thématique du commerce, hors de tout ça évidemment, mais voilà, je trouve intéressant que c'est... complètement. La paix, c'est la sérénité, c'est une présence, c'est une solidité, et c'est ce qui impacte, et c'est la confiance. On n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin. En tout cas, d'apparence, ça peut ne pas le paraître, mais effectivement, c'est lié. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous de la regarder. Également, donc, tu es coach et formatrice, donc il faut savoir que tu travailles sur Internet, donc tu peux coacher n'importe qui de toute France, dans la francophonie. Et tu parles anglais, je crois aussi, donc oui. même les Anglais peuvent se faire coacher par Isabelle. Le site, c'est www.isabellecolkins, alors CALKINS.com. Oui. Voilà, et donc vous retrouverez dessus toutes les prestations qu'offre Isabelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci.